Não sai daqui, vou à praia com os miúdos, é sempre aqui em Cascais. Chega só para desapareces. Estamos aqui os três. Pedro. Começar pelo fim, espero que seja, não seja pelo fim, mas que é... Temos que ir para fora, senão não muita confusão. Estamos lá fora. Tens ali o teu chefe de equipa já de jogadores? Está aqui e dizer aqui está na apagada. Falarmos aqui só um bocadinho, só aqui um pequeno pormenor, está bem? Afinal do carro. Que tal? Vámonos. Peraí. João. Tá bom. Aqui, ó, de frente. Mais para a frente. L'objectif principal, c'est effectivement la défense de la forêt contre l'incendie. De toute façon, le feu de forêt, il faut le travailler manuellement. Même si on a de l'eau, il faut toujours le travailler manuellement. Pour maîtriser le feu dans la lutte, parce que c'est mon métier. La compétence requise, c'est la motivation, l'envie de protéger un paysage, une forêt. En tout cas, moi, c'est ma motivation. Je ne sais pas si tous les chefs de chantier ont ça à l'esprit, mais moi, lorsque je fais un brûlage dirigé, dans mon esprit, je fais comme si je n'avais pas d'eau, que je n'avais pas de moyens en eau. Et j'économise beaucoup de l'eau. Le brûlage, les brûlages pastoraux, c'est ça. C'est quand on arrête la torche, le feu s'arrête quelques secondes après. Le feu, c'est quand même notre mission première, puisqu'on est engagé chaque année sur la campagne estivale. Donc c'est quand même notre mission première. Maintenant, le fait d'utiliser le feu pour éteindre le feu, ça c'est tout à fait nouveau. Tout le monde connaît les voleurs, tout le monde les a utilisés, que de cochons, en retour pour empêcher que les flammes redescendent. Pour le transport, à l'intérieur, on bouche sur ce filtre, parce que c'est vraiment désagréable quand on transporte ce gasoil dans une voiture qu'on amène partout. Donc bien fermé, ça bouge pas. Il faut éviter que ça rentre dans la végétation, il faut éviter que ça saute. On va faire un layon, un nettoyage au râteau à limite de ces genêts. Et après, ensuite, on allumera le long du chemin. Donc, comme vous pouvez voir, si on gratte un peu, je veux dire que le sol il est déjà humide. Et pour nous, c'est un avantage, c'est qu'on sait que le feu ne rentrera pas à l'intérieur. Comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait plusieurs exercices d'extinction. Et le premier exercice d'extinction, baisser les branches. 4 branches. Si qu'elle est au pompe. Un bouleur, vous le tenez, que vous le tenez à ça du sol ou à ça, c'est exactement pareil. Et ici, derrière, vous marchez, vous regardez toujours là où vous marchez, derrière ça s'éclaire. Et là, vous faites des économies, vous pouvez faire de la surface sans attendre. Après, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est par point, on économise. Bon, c'est suivant la végétation. Là.
Là, ça va bouler, ça devrait bouler. Là. Voilà, là, comme ça, descends-le là. Voilà. Voilà, stop. Le brûlage dirigé est une technique qui rentre dans la gamme des techniques de débroussaillement. Il s'agit d'appliquer le feu de manière contrôlée sur un périmètre prédéfini avec un objectif de gestion. On part a priori avec un élément, le feu, qui psychologiquement fait peur, sur lequel on est plutôt dans les tonalités de refus, de lutte, bon, et par conséquent il faut déjà vaincre cette barrière psychologique. Et ça c'est certainement pas facile. On a ensuite un élément qui peut être mal maîtrisé. Et mal maîtriser cette technique-là, ça ne signifie pas simplement ne pas atteindre l'objectif sur la parcelle que l'on souhaite traiter. Ça peut signifier un dérapage, c'est-à-dire un feu qui échappe. Par conséquent, il y a dans l'utilisation de cette technique un risque. Quand on sait que le feu laisse des traces de type carbonisation, roussissement, autant de choses qui laisse penser qu'on a fortement endommagé le milieu sur lequel on a traité, alors qu'on applique cette technique pour valoriser ce milieu, hein, tout comme les autres techniques, on part avec un handicap. Et ça a été un long travail de recherche pour montrer que le brûlage dirigé était sans effet, ou avec des effets négligeables ou acceptables sur les éléments de l'écosystème que l'on souhaite préserver. En général, ce sont les arbres et le sol. Et les éléments que l'on souhaite réduire, c'est-à-dire pour lesquels on veut avoir réellement un effet dommageable, mais ça on l'annonce en tant qu'objectif, c'est la réduction des strates basses, litières, herbes, arbustes, c'est-à-dire le combustible qui donne toute la puissance au feu. L'allumage est ici. On a un point de contact. Okay. Ah, okay. Ensuite, on avance un peu comme ceci. Une deuxième équipe comme ça. Là, le feu s'éteint. Oui. Le feu fait quelque chose comme ça, le fond de feu. Sì. Toute cette zone, c'est un pare-feu qui est tranquille. Okay. La provincia, dove Allora adesso, prima di andare io allargherei un pochino questa susciolina. Andiamo ancora? Allargati fino a questa rocca, insomma. Lascia ahí. Dai là.
Finita. Le bestiame alla beveratoio. Pour travailler avec un confort de travail et la rapidité dans le futur, c'est important d'avoir toujours le croissant de lune dans la parcelle. Le croissant de lune, la mezzaluna. Okay. Toujours d'être avancé plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la parcelle. L'important c'est d'être toujours en confort avec deux points de contact où on peut avoir un problème. Les propriétaires n'ont pas les radios. Ils vont librement avec moins de personnes que nous. Et ils sont intéressés au maximum de vitesse. Pour l'équipe du Corpo Forestal, l'utilisation du feu c'est une école. Il faut apprendre des gestes simples et chercher toujours à anticiper sur le comportement du feu. Quand j'ai commencé à faire le feu, j'ai beaucoup tapé, j'ai beaucoup couru après le feu. Et maintenant je préfère bien préparer les limites et être tranquille. La tradition ici est celle-là. Les propriétaires d'une zone faisaient un accord pour décider chaque jour pour brûler les terrains de l'un, les jours après les terrains de l'autre, et ils travaillaient à partir du 15 août. È capitata da Posalmai su cui le su bestiammene, da non che stende già nessi de mezzo chilometro. A ponne fuoco muru sacrificata per esempio a 20 30 di terreno, però quando arriva a guardare su fuoco si blocca. A quale distanza dai su fuoco che vi da su fronte su fuoco non sponimmi finza a 300 metri, 400 metri a fare questa doa, muru e lo blocchimmi, caso fuoco era combattuto con su fuoco puro, non con l'atomizzatore, non con sa scova, come abbiamo fatto sempre. Qu'est-ce que tu vas dire sur les contrefaits dans ce cas? Les 400 mètres de distance sont utiles ou sont en excès? Je pense que quand on a l'expérience du feu, chacun fait ce qu'il sent qu'il faut faire. Pour moi, il n'y a pas de règle, ça dépend du contexte, ça dépend de la perception des choses. L'important, c'est de penser que l'on va réussir. Sur un brûlage, quand ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Parce que ça m'arrive aussi. Controfuoco gli fanno sempre. Perché lo fanno così frequente diffuso nell'auditorio? Per governarlo meglio, perché ascolta, ma se vedi bene foto dall'esterno è un caso da problema è che j'aime bien l'expression, comme ils disent ici, quand les Catalans disent Bouscar, ils disent on va chasser le champignon. Là c'est pareil, on va chasser le feu. On va le chasser, on va l'utiliser au bon endroit. Voilà. Il y a un peu cette relation qui est la somme à la fois de facteurs, on peut dire, objectifs et puis des choses un peu intuitives, sensitives. Ça fait appel au sens. Il y a le contact avec le milieu, le contact avec le feu, puis il y a l'entente, le contexte social et puis les hommes. On ne fait pas, les chantiers sont vraiment dépendants aussi de la qualité de l'équipe qu'on a. C'est un jeu complexe avec beaucoup de paramètres et qui se combinent, et qui varie dans le produit peut varier dans la journée. C'est une approche très dynamique, un peu comme la voile, puisqu'on joue avec le vent. C'est un peu comme la frégate. Il faut que ce soit un travail qui donne satisfaction. Il faut faire des tâches de moins d'1 hectare. Voilà. Un hectare. Maxi. Un hectare. On utilise la neige. On utilise la neige pour faire la mosaïque. Sí, utilitzarem la neu per fer el Voilà. Ah, vale, jo li preguntava, pots preguntar si això? C'est parfait. Le sol est gelé, c'est très bien. D'accord.
En fait, on essaye vraiment d'aller au bon moment. Quand on fait ce genre d'intervention, il n'y a pas de problème de sécurité du feu. On sait que c'est mauvais jour. On a beaucoup plus des problèmes de sécurité des hommes, donc de fatigue, c'est la montagne, les coups de froid, les entorses, les genoux. Lorsqu'on arrive, c'est en fonction de l'aérologie, du vent, du niveau de dessiccation, de l'ambiance, de la fatigue qu'on adapte. Donc on a une grande souplesse d'adaptation parce que ce ne sont pas des parcelles carrées, ce sont des grands versants ou des grandes vallées sur lesquelles il faut intervenir sur plusieurs années. Donc on s'appuie sur les éléments naturels comme sur ce qu'on a fait les années antérieures. Donc là on est sur le bas de l'estive. Il y a une plantation qui a été faite. Elle fait 1600 hectares l'estive. Donc il y a 6 grands blocs. Chaque bloc correspond à 15 jours de pâturage. Et derrière les vaches, on met les chevaux pour finir tout racler. Donc ça monte par étage, ça monte jusqu'à 2000, 2004, ça redescend. Là je crois en bas on doit être à 1400, 1500, on doit être 1500 mètres. En fait on va du montagnard à l'alpin. Donc la partie haute est relativement stable en termes de végétation et on est sur la partie basse qui est en train de se faire coloniser par les pins et les genêts. Dans le cadre des échanges avec la Catalogne, ça fait depuis 2000 on travaille avec les Bourbers qui viennent s'entraîner chez nous en hiver, puisque ce sont des gens qui sont calibrés, formatés pour la lutte, donc qui font des contre-feux, des feux tactiques l'été. Et le brûlage est une très bonne école pour garder le contact avec le milieu physique et puis la flamme. Donc ils viennent s'entraîner. On va essayer de ne pas manger la fumée. Parce que le vent est un peu roulant, il roule. Alors on doit essayer de se protéger en fait en même temps que descendre la brûlure, le brûlage, pardon. Voilà. Jusqu'ici. Et après on va faire exactement le même, la partie haute, en fonction de l'évolution du vent, parce que là en haut, on dirait qu'il y a des autres lignes de vent, des autres directions de vent. Ici vous avez le vent. Le vent qui descend du nord-ouest. Il faut allumer dans la pente, perpendiculairement au vent. Il y a un premier qui part, qui prend ici et qui arrive là-haut au col. Voilà. Un second qui allume là, qui court au col. Et un troisième et un quatrième. Il faut décaler. Problème. Exactement ce que estamos haciendo.
Il faut pas se mettre dans la fumée, c'est dangereux. Oui, oui. Il faut pas, il n'y a pas de raison, il y a du bon air. Voilà. Non, non, non. C'est Voilà. l'air de Périne, hein, il est Allez. bon, voilà. Moi, si vous voulez, j'en prends un, ça va? Allez, avec le premier qui vient avec moi. Premier avec moi, allez hop. Allez, comunque vasi meglio. Sì, sì, está claro. Està clar. I ara Primer on va? porta el lloc de partida ell. Sí, hemos empezado nosotros. Starline. Ah, il va pas rester, notre chou. Et ça a fait des flammes avec un petit genêt de 1 mètre carré. Hein. Pour nous, c'est des arbres très intéressants qui sont la mémoire du feu. C'est un vieux pin qui doit avoir une centaine d'années au moins. Et on voit une cicatrice avec 3 lèvres. La première, la seconde, ici, et la troisième. Ça veut dire qu'a priori, on peut identifier qu'on a eu 3 feux. Donc, c'est pas difficile pour identifier l'âge. On prend une terrière avec une carotte, qui fait une carotte. De deux côtés, on va jusqu'au la résine qui fonctionne, le cambium qui fonctionne jusqu'au cœur du bois. Et ici, à chaque blessure, on fait un prélèvement. Et par différence, on connaît l'âge. Comme ça, on a trouvé des milieux où sur 180, 150 ans, on a eu 4 passages de feu. Ça permet d'avoir une idée assez précise et objective sur l'utilisation du feu par les populations pastorales. Là, c'est bien, là, on a voilà, les 40%. Alors, on change avec le vent. Le vent a changé avec le moulin. Donc, le premier, le second, le troisième. Ah, Vous comprenez? vale. C'est 50 degrés Fahrenheit parce que c'est du matériel américain. Il va faire 10 degrés. Allez, combien vous dites l'humidité de l'air? Oui. 40 pile. C'est bon. 50, après ça brûle plus. En dessous de 30, c'est dangereux. À 10, c'est explosif. Là, c'est des bonnes conditions. Ici, c'est cam sec. Quelle heure est 16 heures. Donc, humidité relative, 40%. 20, 4 mètres secondes de secteur. Secteur, c'est sud. Matin, nord. 8 mètres secondes. Voilà. Ça, c'est le problème de l'aérologie. Hein. En journée, elle change. Hein. Elle a fait 180 degrés. Quoi. On veut surtout pas faire du tout noir. Donc on veut, sur des grands ensembles de plusieurs centaines d'hectares comme ça, conserver 40% de genêts et avoir des formations en mosaïque d'âges différents. Cette année, je crois que ce serait bien de ne pas revenir sur ce secteur et de changer de quartier. Voilà, dans une grande ligne. Donc tout ça, c'est une planification qui est définie par le plan de gestion. Voilà, on essaye d'intégrer les composantes pastorales et environnementales et paysagères. Bon, aujourd'hui, c'est une très bonne journée. On avait un sol humide, on avait de la neige, un sol voire gelé. Vous avez vu que le feu n'est pas resté. Quoi. Donc on aura un impact très très faible sur les premiers horizons. Et on aura une repousse assez favorable au printemps. Quoi. Voilà, donc c'était des conditions parfaites. Et vous aviez de l'eau? De l'eau pour boire? Non, enfin, si jamais il y a besoin, non, pour éteindre. Non, là, si jamais on doit éteindre, on éteint avec la neige. Ou on ne doit pas intervenir. L'idéal, c'est de faire le feu, on arrête d'allumer et s'arrête. C'est l'allumeur qui fait, c'est pas le feu tout seul. C'est normalement, le brûlage, les brûlages pastoraux, c'est ça. C'est quand on arrête la torche, le feu s'arrête quelques secondes après. S'il va tout seul, c'est pas bon. C'est qu'il est libre. Allez, à la voiture, on va attendre. On va mettre le feu tout le long comme ça. Voilà, que ça parte comme ça. Bon, c'est bon, il y est. Allez. Allez. Bon, con la tempête. No,
Et on va commencer là du canal, tout le long, et on descend dans tout ça. Tout le long, c'est la bande de sécurité. Là. On le laisse descendre un peu à 2 mètres et on recommence. C'est un secteur d'Isonne qui plus ou moins est habitué à ce genre d'incinération. Et par rapport même aux gens qui nettoyaient leurs parcelles de châtaigneraies, ils procèdent de cette façon. Dans les forestiers, il y a toujours eu une équipe de volontaires pompiers qui ont toujours pratiqué cette méthode, mais c'était plutôt pour faire des contre-feux, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On peut considérer que c'est un chantier qui met le village en sécurité ou... Il a fait ses preuves en 1998, il y avait un incendie qui est parti justement du départ du chantier à 3 km et qui a fait tout le long du canal. Et tout le long du canal, on aurait dit que c'était un couperet. Il s'arrêtait carrément à la hauteur du canal. Donc par rapport à ça, les gens du village ils savent très bien que c'est quelque chose d'important pour le village. C'est de la résine qui va brûler jusqu'à une certaine hauteur, qui peut monter même à 2 à 3 mètres, mais l'arbre il n'est pas extinctif. Vous ne pouvez pas empêcher le voisin d'avoir peur, c'est normal. Le problème c'est plutôt les touristes, parce qu'ils voient cette ampleur d'incinération. Automatiquement, ils vont à la gendarmerie, il y a le feu, c'est logique, il n'y a rien à... Au contraire, heureusement, c'est bien. Si vous voulez, quand on a le temps, on essaye d'isoler les arbres comme celui-là, parce qu'il est sujet qui fait le feu tout d'un coup. Donc, le problème de la torche, c'est qu'il en faudrait à chaque agent une torche. Alors que là, la fourche, il n'y a pas de problème. Tous les agents ont une fourche. Si vous voulez, le Léon là que vous avez juste à côté, il a été fait avec la fourche. Hein. Donc, si on a la torche, il faut avoir la fourche. Alors, donc, ça mobilise quelqu'un à la fourche ou au râteau pour réaliser ce genre de Léon. Donc il vaut mieux avoir une fourche, surtout dans des chantiers comme ceux-là. L'incinération qu'on pratique ici, il n'est pas reconnu. Donc c'est un peu ambigu. C'est pas reconnu, si vous voulez, il n'y a aucun papier qui va définir ce genre d'incinération. Donc on est obligé de faire au plus pressé pour que ce soit vite fait et qu'on puisse aller sur un autre chantier. Mais la meilleure façon, c'est celle-là, de laisser, parce qu'on a la possibilité, avec le tapis d'aiguille qu'il y a, de pouvoir laisser libre. Et petit à petit, comme vous pouvez le constater, ça descend à la départementale. Là maintenant, on va commencer à s'élargir un peu plus. Et là, la chaleur elle sera moindre. Hein. Et là, ça chauffe. Hein. Voilà, alors là maintenant la bande de sécurité est faite
je pense qu'on ne risque plus rien. Si vous voulez, là maintenant, ça va être la mise à feu va être plus ample et plus ça va castagner là. Les sapeurs, ils travaillent surtout en feu de forêt. Donc, comment dirais-je, beaucoup de forestage en feu de forêt. Puisque, je dirais, où les moyens n'accèdent pas, il faut travailler à la main, quoi. De toute façon, le feu de forêt, il faut le travailler manuellement. Même si on a de l'eau, il faut toujours le travailler manuellement. Que ce soit le risque de débordement des lisières, il faut toujours surveiller, toujours ratisser, toujours faire attention que la racine de l'arbre ne prenne pas feu et allumer de l'autre côté, le feu de l'autre côté. C'est un travail minutieux, quoi. Un feu de forêt, ça ne se stoppe pas, je dirais, dans les heures. Et ça se stoppe, mais il faut le travailler pendant des jours et des jours, quoi. Voilà, tant qu'il n'y a plus de fumée. On en faisait, c'est vrai, même si ce n'était pas, je dirais, légal. Mais on était obligé parfois de faire des contre-feux, surtout quand on avait une zone d'appui, c'est-à-dire une paroi rocheuse ou un ruisseau. Mais on le faisait, je dirais, avec une attention particulière, parce que pas quand il y avait du vent, surtout pas pendant les grosses chaleurs, c'est-à-dire entre 12h et 18h. On essayait d'amener ça, je dirais, plutôt dans les heures calmes de la journée. Un contre-feu, ça peut dégénérer et faire un autre feu à côté, quoi. Donc il faut doser, je dirais, il faut peser ses décisions. Ce qui est délicat dans la décision, c'est que nous sommes dans un massif forestier. Et là, on pèse le pour et le contre, ce qui va brûler, parce que le contre-feu, va toujours brûler quelque chose. Ce qui est dangereux, c'est les pommes de pin qui roulent, qui risquent de remettre le feu plus loin. Un grand feu de forêt qu'on avait fait, c'était celui de Guison en 85. J'étais forestier sapeur. Et il avait débordé sur la commune de Vexin. Et comme il y avait beaucoup de pommes de pin qui roulaient, on était obligé de faire des murets. Alors on faisait des murets tout le long du contre-feu. Et les pommes de pin qui roulaient s'arrêtaient contre notre muret. Après on surveillait tout le temps. Si on peut faire un brûlage de façon à ce que le fond de feu qui monte tape dedans et s'arrête, ça s'arrête net. Si on arrive à contrôler le contre-feu que l'on fait, quand il se rend compte, ça s'arrête net, ça stoppe, ça baisse d'intensité d'un coup. On le fait, mais à l'aide, je dirais par exemple, si le feu monte en bas, on va brûler une portion sur la route, mais avec les camions qui surveillent ce que l'on fait. Plus maintenant, plus nous maintenant. Mais les équipes spécialisées le font. C'est plus comme avant, à l'époque, quand il y avait des feux de forêt, il n'y avait pas beaucoup de pompiers, et c'est sûr qu'ils travaillaient à la pelle, à la hache, il n'y avait pas de tronçonneuse, et ils mettaient le contre-feu. Voilà. Contre-feu, toujours pour rejoindre le front de feu, quoi. Et c'était toujours calculé. Par rapport au vent, je dirais aux brises, il faut tout calculer. L'hydrométrie du terrain, la sécheresse. Vous avez des vents forts, et vous avez la brise descendante le soir, et la brise montante le matin. Voilà. Donc, par rapport au relief où vous êtes placé, vous savez, ici c'est surtout une dominance ouest-sud-ouest, le vent. On sait que les feux qui partent de Guison, ils finissent toujours au même endroit. Ils font toujours le même circuit par rapport au vent. Ils partent de là-bas vers le village. Et après, ils descendent. Comme en 70, il n'y avait pas de pare-feu. 70, il n'y a rien.
Et bien, le feu est parti toujours de là-bas, il a sauté, il est monté là. Il est allé jusqu'à Lourdes-des-Nas, c'est la crête de Lourdes-des-Nas, Cluse-des-Nas. Il est allé jusqu'à Vessane, sur la crête de Buvario. Pendant un mois, on a eu le feu, en 70. Cette année-là où la commune Toute la a... commune a fermé. Juste le tour du village qui a été sauvé. Il y a des endroits où les pompiers, les anciens, mettaient le contre-feu, pour le feu descendait et eux, ils ont mis le feu pour l'arrêter. Lorsqu'on met un contre-feu, il ne faut pas mettre le contre-feu comme ça sans savoir où on va. Hein. Il faut voir le sens du vent. Hein. Si le vent descend et qu'on met le feu, enfin, ça ne sert à rien. C'est comme ici. Maintenant, c'est... Où? Allez, 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 allez. Ah, c'est bon, je te calis, c'est bon. Oh ben, je vais vous mettre meglio, No. C'est ça, le départ d'un feu, c'est toujours le côté. Comme ça, on peut le contourner. Tandis que si on monte tout de suite en haut du feu, au départ, à la pointe du feu, si le bois s'élargit et il remonte d'un coup, les pompiers qui sont là-dessus, ils sont dans le feu. Hein. Et vous avez choisi plutôt d'arroser au sol ou en hauteur? Non, non, c'est toujours le sol. Toujours le sol. Ah oui, c'est le sol. Hein. C'est le sol qui envoie le feu là-haut. Si on coupe les pieds, vous ne marchez plus. Et un feu, c'est pareil. Hein. C'est le sol qui compte. Hein. Hein? On était trois et avec trois, on s'est démerdé. On n'a pas attendu de dire, il monte, non, il y a de la fumée, et ceci, cela. Il fallait éteindre le feu. Vous avez vu, là, on a attaqué à la base, on est monté jusqu'en haut, et après on est redescendu. C'est mon bel cul, oui. Hein? Oui, mais maintenant c'est bon, on continue là et c'est bon. J'espère que dans la présentation de M. Nicolas, il n'a pas oublié de dire que c'était un ancien forestier sapeur. Il n'a pas oublié. Bien. Ça va. Le plus important, je pense qu'on les a fait ensemble, les années. Là, on a fait un sacré contre-feu. Hein. Un sacré contre-feu, bien sûr, avec l'accord du COS de l'époque, mais entre nous, qui n'était pas... officiel. Qui n'était pas officiel. C'est enfin officiel, le contre-feu n'était pas reconnu, quoi, disons. Pas reconnu. Voilà. Donc, mais le responsable du chantier était tout à fait d'accord au contre-feu qu'on devait faire, nous, les forestiers. C'était un sacré incendie et il descendait vers le village. On s'est renseigné, parce qu'il y avait aussi des forestiers de Vessane. On s'était renseigné s'il y avait un chemin, s'il y avait une piste ou quoi. Et il nous avait indiqué qu'il y avait un petit chemin de muletier. Voilà. Et à partir de là, on a ratissé avec les râteaux et tout s'ensuit, quoi. Et là, et on a mis le feu, le contre-feu qui est allé vers l'incendie et qui a arrêté le village. Ça s'est bien passé. D'ailleurs, le Canadair, voyez, voilà. Il venait nous larguer dessus et voilà, et le COS, il ne pouvait pas expliquer au Canadair comme quoi que c'était... Il disait il a des mises à feu. Oui, c'est normal. Mais à un moment donné, il lui a dit, c'est une mission spéciale, après il a compris. Il a compris, mais bon. Là, maintenant, ça commence à passer
ça passe parce que c'est réglementé. Parce que moi, il y a un officier du SDI qui m'a dit, alors, qu'est-ce qu'on pense si on mettait sur l'ordre d'opération le contre-feu. Si on met le contre-feu sur l'ordre d'opération, on va avoir des contre-feux, tout le monde va pouvoir faire un contre-feu. Donc ça risque de dégénérer, parce qu'un contre-feu, ça se gère. Il faut pas, tu as raison. Et finalement, on a installé 2 équipes spécialisées. C'est du volage dirigé qui, eux, connaissent, je dirais, avant d'intervenir, calculent tous les risques. Le feu de forêt, ça se travaille mieux la nuit que pendant la journée. Ça travaille mieux de la température. Ensuite, on peut intervenir parce que nous n'avons pas, je dirais, les canadiens au-dessus de la tête. Voilà, c'est ça aussi. Ça c'est un danger permanent. Et automatiquement, il y a moins de monde. Voilà, et moins de monde. Voilà. Pourquoi vous avez choisi la torche là à ce moment? Parce que, disons que là, c'est plus difficile. Il y a moins de pain. Automatiquement, le tapis n'est pas le même. Il y a plus d'herbe. C'est plus difficile à faire avec la fourche. Les calanques de plaine qu'on voit ici sont classées patrimoine mondial UNESCO. Voilà, donc là aussi, il faut que je tienne compte de l'aspect paysager quand j'effectue des brûlages dans cette zone, dans ces zones-ci. C'est une zone où le public pourrait se réfugier en cas d'incendie de forêt. Voilà. On mêle vraiment les deux, l'aspect paysager et aussi résorber le maximum de combustible afin qu'on soit tranquille en cas d'incendie de forêt. Donc là, c'est une zone qui n'est pas mécanisable, et donc tout l'intérêt du brûlage dirigé. Voilà. Et on protège tous les arbres qui sont ici, et surtout les genévriers, c'est une espèce protégée chez nous, donc on le protège bien sûr. Sous tous ces pins, là, j'ai effectué du brûlage dirigé, on voit, il n'y a aucun impact. Là aussi, j'ai progressé à contre-vent, avec un petit vent, de façon que les flammes soient couchées, et que ça ne chauffe pas les pins. Au mois de février, on avait un CCF de 1000 litres d'eau, mais on n'a pas utilisé d'eau. Et au mois de juin, on avait un 6000 litres avec 2000 litres. Et on a travaillé simplement en lisière. On a noyé un petit peu la lisière ici et on a dû utiliser sur ce chantier-là 2000 litres d'eau, pas plus. Lorsque je fais un brûlage dirigé, dans mon esprit, je fais comme si je n'avais pas d'eau, que je n'avais pas de moyens en eau. Et j'économise beaucoup de l'eau, de façon à pouvoir... c'est ma façon de travailler. Voilà. Pour conduire un bon brûlage dirigé, pour moi, c'est d'utiliser le minimum d'eau en extinction. Voilà. Ça, c'est la bonne conduite d'un brûlage. On est obligé de procéder d'une manière douce. C'est pas une... On procède bien sûr, moi je répète encore, à contre-vent, mais c'est un réallumage par courbe de niveau qui n'est pas. On ne fait pas des lignes bien larges. On laisse vraiment le feu aller tout doucement. Une fois que le plus dur en brûlagerie, c'est le début. Une fois que tu as fait que tu as bien cerné le vent et que tu as fait ton allumage, si l'allumage est bien fait, ton brûlage dirigé, il va aller là où tu veux. Tu vas le conduire. C'est important d'avoir des gens que l'on connaît, on connaît leur caractère, enfin, ça c'est super important dans le brûlage dirigé. Parce qu'on ne peut pas confier un chantier, on ne peut pas donner une torche à une personne que l'on ne connaît pas. On donnera plus difficilement plutôt qu'à quelqu'un que l'on connaît.
vous voyez une végétation qui est quand même assez haute en aval de la piste que l'on voit, et en amont, un travail forestier sapeur qui a été effectué. Là, l'objectif a été atteint, hein. La réduction de combustible, elle est visible, et là pour moi, l'ouvrage est déjà efficace, hein. Il faut vraiment adopter une façon de travailler différente par rapport au milieu que l'on rencontre et à la localisation du terrain. Voilà. Parce que là, c'est une méthode un peu plus dynamique du feu. Mais là, ce que l'on a vu un peu plus bas sous les pins, c'est la méthode douce, hein. On allume à contre-vent, on laisse descendre le feu, on ne rallume rien derrière, hein. On laisse descendre le feu tranquillement, et puis on l'arrête, on peut arrêter le feu même sans eau à l'aide d'un râteau, hein. Tu ratisses, tu arrêtes, tu vois les aiguilles de pin, tu donnes un petit coup de râteau, le feu s'arrête juste là où tu as donné le coup de râteau, hein. Parce que là, c'est pas la même chose. Là, c'est un feu qui est dynamique, quand même, qui a été très dynamique. On pensait qu'il allait rester des carcasses après le passage du brûlage dirigé. C'est-à-dire que la végétation, on allait avoir de la végétation qui était des carcasses, ça devait rester noir et on ne devait pas brûler à 100%. Mais là, on a brûlé à 100%, il n'y a plus rien, il n'y a plus de carcasse, il n'y a rien. Parce qu'on a attendu vraiment que la végétation soit très 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 sèche. C'était des rémanents qui étaient laissés par terre et c'était assez compact. Ça fait que pour l'allumeur, il était difficile de passer entre les rémanents et puis il y a aussi un pouvoir calorifique qui est quand même très très important. Parce que là, quand on a brûlé tous ces rémanents par terre qui étaient extrêmement secs, il y avait un rayonnement, un pouvoir calorifique qui était quand même supérieur à un brûlage d'herbes sèches ou un brûlage de végétation sur pied quand même. Le brûlage sur rémanent, ça chauffe pas mal le sol. Et donc on a toujours peur qu'il y ait un impact sur le sol. Et ça peut être l'impact sur le sol, ça peut être aussi le phénomène d'érosion, si le sol, si ça repousse pas, alors après il y a les pluies, il y a un phénomène d'érosion, et on ne veut pas abîmer le sol non plus en faisant du brûlage, hein. Et là j'ai constaté que là, en fin de compte, au contraire, ça a favorisé la repousse d'herbes. Donc le sol, il n'y a pas eu de problème par rapport au sol, hein. Pour la conduite d'un brûlage dirigé dans ce secteur-là, on va progresser comme dans tous les brûlages dirigés, c'est-à-dire à contre-vent. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de difficultés techniques de conduite ici sur ce chantier, hein. C'est une opération qui doit se faire dans des conditions très sèches. Et donc là, il y aura, en termes de surveillance, il faudra quand même être vigilant. Nous avons effectué avec le groupe tractoriste de Piane un Léon, justement pour faire une opération brûlage dirigé. Et là, le but de l'opération brûlage dirigé, c'est la sécurisation de dépôts d'ordures ménagères. Et donc, je compte brûler sur cette zone-là la deuxième quinzaine du mois de juin, parce qu'il faut que la végétation soit, l'herbe sèche, soit vraiment sèche, hein, on peut pas, pour qu'il y ait un bon résultat. Je vais brûler 10 hectares autour du dépôt d'ordures ménagères. De façon, si vers le 20 ou 25 juin, il y a un papier enflammé qui va, avec le vent qui va s'élever, il va tomber dans le brûlé et donc il n'y aura pas de propagation. Le brûlagerie se fait en plusieurs phases, hein. Il y a la phase d'allumage, la phase d'extinction, s'il y a une phase d'extinction à faire, et la phase de surveillance qui est aussi à prendre en compte, hein. Il lève comme il était prévu, donc ouais. Ah, tiens, bon, au moins il devrait être bien. Le principal risque ici, c'est la saute de feu. Donc il faut allumer assez rapidement pour ne pas rester trop longtemps sur le chantier et qu'on allume pendant la période météo où c'est le plus adéquat, mais pas trop fort, parce que sinon on risque d'avoir la saute de feu. Et si on a des bandits qui tombent sur des escarbilles et qui tombent sur des portions très sèches, on peut partir. Eux sont là pour la sécurité justement. On a un lion qui est quand même assez large, on a des personnels avec une lance qui sont en mesure justement d'intervenir. Toute la lisière derrière, c'est bon. On fait partie des formations militaires
de la sécurité civile. Et dans le cadre de notre entraînement feu de forêt, dans le cadre de la campagne estivale, on vient faire des éco-brûlages, des brûlages dirigés dans les PO. L'ensemble des unités s'implique beaucoup dans les brûlages dirigés, parce que c'est un terrain d'entraînement idéal pour nos personnels. Puisqu'on a un turnover de nos personnes qui est assez conséquent, on a tout le temps des jeunes qui arrivent en section, qui découvrent le feu, qui ne connaissent pas le feu, et là c'est l'occasion pour eux de leur montrer ce que c'est que le feu. Ils découvrent quoi? Ils découvrent le rayonnement, ce que c'est que le rayonnement d'un feu de forêt, même si là c'est pas du feu de forêt, c'est un feu qui est dirigé, mais ils découvrent déjà le rayonnement du feu, ils découvrent le comportement de la végétation avec le feu, ils découvrent l'impact de la météo sur le feu, et ils découvrent surtout la capacité du camion à travailler sur le terrain. Faut bien mettre au niveau de l'herbe aussi, hein, parce que l'herbe prend bien. Non, tu ne le coupes pas, s'il est bien ouvert normalement, il faut charger la bulle. Hein. Ce que tu fais là, tu as un chemin de biquette, ouais. Tu l'allumes là, tu montes et puis après tu redescends dès que tu peux, d'accord? C'est également aussi un terrain d'entraînement idéal pour le chef de section qui lui commande ses hommes. Il voit, il découvre le comportement de chacun face au feu, parce que certains, des fois, ont des comportements différents, certains ont peur du feu, et c'est là qu'on les découvre. Et donc forcément pour l'été, le chef de section, on va les employer différemment. Et il aura l'œil plus avéré sur ces personnels-là. Il faut que tu montes plus haut ma grande là, hein, si tu veux allumer là, parce que sur le rocher. On travaille à extinction, on travaille également sur le brûlage, puisqu'on a des équipes brûleurs qui sont ponctionnées dans la section. L'avantage de ces équipes brûleurs, c'est qu'elles découvrent d'une part la possibilité d'utiliser pour la campagne estivale le feu. Comment il faut allumer pour épargner telle végétation, comment il faut allumer pour éviter que le feu déborde. Ils découvrent autre chose. Donc en général, pour la partie brûlage et la partie allumage, on réserve ça à des cadres qui ont eux le vécu du feu de forêt, et pour eux le brûlage lui-même, l'acte d'allumer, c'est un plus. Tu es au taquet là? Alors, elle est au taquet? Une fois que tout est sécurisé, lion effectué, établissement posé au sol et équipe commando Ratorich positionnée autour de la parcelle, on va commencer à allumer à partir d'un point précis de la parcelle pour qu'on ait un feu non virulent et qui progresse tranquillement à la recul. Et on fait des allumages successifs qui fait que le feu vient toujours embuter sur une zone qui est sécurisée soit par nos gars, soit par le brûlé qui était fait avant. Et au fur et à mesure, on allume, et le feu vient toujours embuter sur le brûlé. Ce qui au final, on a un feu qui est dirigé, mais en plus, on a un feu qui n'est pas virulent et qui a un impact moins néfaste sur le sol. Le but, c'est que le feu ne rentre pas dans le sol. Parce que dans ce cas, on a un effet qui est proche d'incendie, et dans ce cas, on stérilise le sol. On ne brûle pas pour le plaisir de brûler uniquement, on brûle parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, là c'est du pastoral essentiellement. On connaît un peu les objectifs et puis le but c'est pas d'abîmer l'environnement. Le feu c'est quand même notre mission première, puisqu'on est engagé chaque année sur la campagne estivale. Donc c'est quand même notre mission première. Maintenant le fait d'utiliser le feu pour éteindre le feu, ça c'est tout à fait nouveau. L'intérêt du feu tactique pour nous, c'est d'éviter de prendre des risques à aller dans le vert et directement d'allumer du bas. La section, elle, prend appui donc sur ce qui est allumé, donc sur la partie qui est brûlée, et on sécurise le tout. Et le second avantage, c'est que le fait d'allumer à partir d'un point d'appui, comme une piste, par exemple si j'allume ici, imaginez j'ai un feu qui descend assez virulent, plutôt qu'envoyer les gens au contact du feu ou de rester ici en attente, eh bien on allume en partie point d'appui de la piste, et effectivement là on aura d'une part un feu qui sera moins virulent à partir de la piste, un feu qui au lieu de venir
partira, s'éloignera, et surtout on n'aura pas le facteur stress dû à l'attente. Les gens qui sont en statique, ben, ils subissent le feu. On allume, c'est du dynamique, là c'est l'inverse. Mais pour l'instant on n'y est pas du tout, on est encore dans les prémices. Là pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse sur les écobuages, c'est vraiment la partie formation de nos personnels. Et puis bon, pour les brûleurs, c'est étoffer les connaissances et puis vraiment avoir une vision plus approfondie du feu, quoi. Et surtout, on a des gens qui sont très motivés, on a des gens, on a une richesse au niveau personnel faramineuse. On a des gens, on leur demande si les terres, ils le font, sans rechigner. Et ça, c'est. Moi, je tiens à saluer ça, parce que comme une fois, on connaît des gens qui ont du mal à... Là, on leur dit, tu montes là-haut, tu fais ça. Le mec ne pose pas de question, c'est tout hiérarchisé chez lui. Il y a un chef, il donne des ordres, il applique. Et après, on lui explique pourquoi. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'action, dans l'urgence surtout, on lui dit un truc à faire, il le fait. Il fait confiance aveugle à son chef. Ben là, en fin de compte, j'ai traité tout le brûlé sur 1 mètre pour éviter que ça reprenne dans la partie verte qu'on a dans notre layon qu'on a fait. Donc on mouille au maximum, on noie tout pour éviter les reprises de feu, tout simplement, et que ça prenne sur les parties basses. Voilà. Donc on essaye de faire sur 1 mètre pour éviter les petits branchages qui sautent dans le verre ou quoi que ce soit. Nous, notre parcelle, elle est terminée, donc on noie tout et ensuite on va remballer notre établissement. Pour nous, c'est terminé. Sentir le feu, c'est particulier. Sentir le feu, c'est pas du jour au lendemain qu'on sent le feu. Pour sentir le feu, il faut y être confronté régulièrement, d'une part. Et ensuite, c'est chacun sent le feu comme il le sent. Certains, surtout chez des jeunes chez moi, certains, au bout de 5-6 ans de campagne, toujours n'ont pas ressenti le feu. Et là, on a un risque. Si on met déjà comme ça sur du brûlage, notamment sur le feu tactique, on a des risques à ce niveau-là. Donc le but, c'est justement d'identifier des gens qui sentent. Et des gens, mais il y a des gens qui ont fait 5-6 années de brûlage et qui, au final, n'ont toujours pas acquis la technicité. Ils l'ont peut-être, mais ils n'ont pas le sens. Donc d'une part, c'est dû à la personne, et d'autre part, c'est dû à l'expérience. Moi, au début, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas du tout. J'ai beaucoup pratiqué. Mon capitaine, qui était avant mon commandant d'unité, m'a beaucoup fait travailler en tant que brûleur. Donc j'étais brûleur pendant... j'ai eu des records de brûlage au niveau du régiment. Il m'a beaucoup mis là-dessus. Parce que justement, il pensait au plus tard me mettre sur des formations. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et j'en apprends encore. On n'a jamais le savoir absolu sur le feu, jamais. Et on progresse tout le temps. Et plus ça va, plus on est à l'aise, mais il faut toujours garder en question le risque qui peut déraper. Et il faut rester humble, c'est tout. On n'est pas les maîtres du feu, quoi. Une colonne, c'est un gym. Reparem que só olhando para aqui, se não estivéssemos no terreno, tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 linhas de água, não é? Reparem que nós não vamos saber onde é que vai ser o ponto de ignição, não sabemos onde é que o incendiário se vai lembrar de pôr o lume. La parcelle nord, en gros, était schématisée comme ça, avec un certain nombre de talwegs
Donc on en avait un comme ça, et puis un ou deux comme ça. La partie la plus intéressante est ici. Donc ici une ligne de crête avec une piste en ligne de crête. De chaque côté de la parcelle dans laquelle l'exercice était mené, on avait un pare-feu. Celui-là n'était pas utilisable en CCF. On avait un vent qui était grosso modo comme ça. Le premier allumage a eu lieu ici, et en fait j'imagine que l'objectif des gens qui mettaient le feu, c'était que le feu parte comme ça. C'est-à-dire qu'au début il n'est pas sous l'effet du vent, qui ne rentre pas dans le relief, donc il va avoir un effet de pente dominant, et puis à un moment il va être repris par le vent, et là surprise, alors qu'on pourrait penser de l'attendre ici, c'est pas là qu'il fallait l'attendre, c'était là. Et puis il se trouve que finalement le feu a refusé de faire ça et est resté un bon moment à chaudronner ici. Donc pour gagner du temps, comme de toute façon je pense que les gens avaient bien compris où il allait finir le feu, puisqu'il n'y avait personne ici, et ils étaient tous là. Donc il n'y avait plus de surprise. Donc il y a un deuxième départ de feu qui a été mis ici. Et celui-là a bénéficié très rapidement du vent. Et s'est développé très très vite avec quelque chose qui était vraiment... c'était la puissance d'un incendie, quoi. La manœuvre qui a été lancée, en fait, c'est l'allumage d'un contre-feu. Alors vraiment à proximité du front de feu, donc on a bien vu l'effet d'aspiration. Et finalement, ce feu-là, on aurait mis des moyens énormes, peut-être des moyens aériens, enfin bon, et ça n'aurait pas été gagné, et ben avec un CCF qui finalement a servi à simplement éteindre une saute de feu, mais cette saute de feu, c'est pas passé par l'air, c'est un lapin qui a traversé. Il est venu probablement mourir ici, probablement, je crois qu'il l'a retrouvé, c'est pour ça qu'on... c'est un lapin. Donc le CCF, en fait, ça aussi c'est très intéressant sur le feu tactique. Il faut apprendre aux pompiers à tourner le dos à l'incendie. Parce que l'important, il est là, il n'est pas là. Là, on sait que ça va brûler. Et je ne sais plus combien ils étaient, ils devaient être 4 ou 5, en tout cas, il n'y avait qu'un seul porteur de torche. Et voilà, un CCF, un porteur de torche. Et ils ont arrêté cet incendie-là qui était quand même virulent. La vida en la cafetera. Esta dinámica de día a día. La frase típica és apunta't al graf que veuràs món, i t'apuntes al graf i a córrer món. I a l'altre trigaran uns 20 minuts, mitja horeta en arribar-hi. Representa problemes l'altre o no? No ha fet cap valoració, però bueno, semblen molt tranquils. M'imagino que deu ser poca cosa també. És un treball lligat a la meteorologia i a l'efecte de la meteorologia sobre la vegetació i el pas de les estacions, i per tant això mana. No és el mercat qui mana, sinó que és simplement el ritme de les estacions qui mana. Canvia la Magreva per a Pulaski. La capacitat de visualitzar les coses sobre el terreny i entendre és bàsic. És una capacitat que s'ha d'entrenar des que ets petitet i que no tothom té. O sigui, tindre els coneixements no vol dir ser capaç de visualitzar tot això sobre el terreny i avançat. Però és una cosa que hi ha gent que té i gent que no té i gent que se la pot formar. És una qualitat bàsica.
So in case we have a fire with no access to the engines, to the water, we will work with helicopters, dropping water, and us digging line, using old trails or rocky patches, digging a line free of fuel, and we will wait for the fire to be close to that line and then light fire and do a burnout from that line. So that's the classical operation when we don't have water. That's hard work, as you can see, so we need to practice that at least each day. It's possible. La que participa a la formació en dos conceptes bàsics. El primer és que jo suo igual que tots ells i que és una feina com a equip que hem de fer, no per la feina en si, sinó perquè hem d'estar acostumats a treballar com a equip. És simplement reproduir moviments repetitius que el dia de demà hauràs de fer. És com quan t'entrenes a fer arts marcials, que fas els moviments però no fas la força, però això és el mateix. Llavors és un concepte que en certa manera es recupera el concepte medieval de el mestre i l'alumne, pues similar. Que no va? No, Petro. Ay, no es culpa mía. No. Más. Cada vegada que va amb una crema ja li fot els crits de que no té el ritme. Chaque fois qu'on va à un brûlage, il me crie dessus parce que je tiens pas le rythme. El problema principal és que la major part d'ells agafen les coses per la vista. Le problème principal, c'est qu'on prend les choses en regardant. Però el ritme s'agafa quan entens el que veus, controles el foc pel que sentes, ensumes la piròlisis i llavors decideixes les coses. Però no hi ha manera d'agafar el ritme si no el fiques sota pressió. Donc en fait, le rythme il se prend en regardant ce qui se passe, en entendant le feu qui brûle et en sentant la pyrolyse. Et non pas seulement en regardant, juste comme ça. Et donc le seul moyen de prendre le rythme, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous mette la pression. Si no hi ha pressió, ells confien que hi ha algú que controla la situació i no passa res. Et s'il n'y a pas de pression, nous on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui contrôle à notre place et du coup... Quan els hi donguis la pressió, la responsabilitat i estiguin en una situació realment complicada, els sentits despertaran. Et donc si on nous met la pression et qu'on est dans une situation qu'on voit compliquée, nos sens vont se réveiller. Donc, Claire va estar l'any passat amb un incendi amb mi i vaig fer un contrafoc. I vaig fer contrafoc jo sol i ella estava al cotxe, mirant. Ell el que va fer és mirar què és el que jo feia. No estava pendent de lo que realment estava passant, perquè la pressió no estava sobre seu, estava sobre meu. El pròxim incendi que estem i hi hagi una situació d'aquestes, el que faré serà donar-li l'antorxa amb ella. Ja he vist prou situacions, però mai he tingut la responsabilitat. Quan tingui la responsabilitat, el pes de la responsabilitat farà que es fixin les coses i allò li quedarà gravat a la memòria. I la pròxima vegada buscarà veure els mateixos conceptes per a fer el mateix. Si fa la maniobra i li va malament, tindrà por la pròxima vegada per a fer-la. Et surtout, si je fais la manœuvre et je la fais mal, j'aurai peur la prochaine fois. I haurem perdut molt temps. Et donc, on aura perdu beaucoup de temps. Et donc, on aura perdu beaucoup de temps. Perquè ella tindrà por. Parce que j'aurai peur. És una relació dura. C'est une relation difficile. Perquè jo tinc que ser una mica dur amb ells. Parce qu'il faut être un petit peu dur avec les jeunes. Llavors els dones molta formació i sobretot els dones moltes oportunitats. Donc ils donnent beaucoup de formation, beaucoup d'opportunités. Molts d'ells no entenen el que està passant perquè ells esperen una relació de formació de classe normal. Et beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'on s'attend plus à une relation étudiant-professeur comme à l'école, une relation normale. És una relació d'actituds. Mais là c'est une relation d'attitude. I després el més dur és quan estan formats marxen. Et le plus dur c'est qu'une fois qu'ils sont formés, ils s'en vont. I psicològicament això
crema bastant. Et psychologiquement, ça brûle beaucoup. Qu'est-ce qui va décider l'intervention du GAO? C'est surtout le potentiel. Il y a deux choses, surtout le potentiel quand un feu devienne un grand feu, un grand incendie, et parfois l'incapacité des moyens traditionnels, c'est-à-dire de l'eau surtout, de contrôler l'incendie. Donc c'est d'un côté la périllosité de l'incendie, d'autre côté le dépassement de la capacité de lutte avec l'eau. Estou junto aqui à equipa da Galfa, eles vão começar aquilo que eu tinha falado do fogo tático, muito devagarinho, até à faixa de contenção que nós começamos a criar. Entretanto, o veículo já começou a descer. Ok, affirmatif. Et puis on pourra faire un feu tactique vers en haut pour qu'on termine plus vite avec le feu, parce que jusqu'il arrive jusqu'en bas, on sera là jusqu'à demain, quoi. Et s'il commence à faire jour, ça va être beaucoup plus difficile après. On dépense beaucoup de moyens souvent et à attendre que le feu arrive pour lutter avec l'eau. Quand on travaille avec le feu tactique, on peut anticiper. On peut faire une ligne de 4 ou 5 km, parfois 20-30 minutes. Et dans la même ligne, on pourrait attendre toute une nuit pour que le feu arrive au niveau de la route et pour qu'on l'élimine avec de l'eau. Là, on gagne beaucoup de temps déjà. C'est surtout choisir le bon moment et souvent on doit travailler surtout avec les feux intenses et qui se déplacent très vite avec l'appui de l'eau. Donc l'appui de l'eau déjà pour nous protéger un peu et l'appui de l'eau, disons, pour éliminer les sauts de feu qui peuvent être provoqués par notre feu et par l'autre même, de façon qu'on ne reste pas entre deux incendies, disons, deux lignes d'incendie. On peut avoir des conditions, on peut faire un contre-feu sans eau, mais c'est encore plus difficile. L'école française et l'école portugaise, c'est une école où la priorité dans un incendie, c'est la tête de l'incendie. Il y a une certaine logique dans ça, c'est empêcher au plus vite que possible la progression, parce que la progression la plus vite, la plus dangereuse, ça se fait sur la tête. Donc il y a toute la volonté d'empêcher cette progression dans la tête de l'incendie. Ce qu'il y a souvent, c'est que c'est très difficile parfois arrêter une tête d'incendie. Donc des incendies très intenses qui se lèvent très vite, il faut dire que parfois c'est impossible. Donc on déplace tous les moyens pour une tête d'incendie qui effectivement ne font rien. Ils ne font que se déplacer, qu'essayer d'être toujours en avance du front d'incendie. À chaque fois qu'il arrive, il faut 100 mètres ou 200 mètres avant qu'il se déplace à nouveau pour le front d'incendie. Et ce qu'il y a souvent, c'est qu'on a des changements de direction de vent, par exemple, entre la journée et la nuit, quand on passe des vents très forts. Et pendant toute une journée, on a oublié, disons, on a négligencié toutes les zones qui étaient faciles à éliminer. Donc en essayant toujours de prendre la tête. Donc parfois, on doit avoir le sang-froid pour se dire la tête, on ne va pas la prendre. Et ça ne vaut pas la peine de mettre tous les moyens pour faire une mission impossible. Donc on va s'occuper de ces parties-là parce que le lendemain ou la nuit, ces parties-là qui maintenant sont faibles peuvent devenir la nouvelle tête de l'incendie. Et peut-être la tête qui était avant peut devenir un flanc, facile à contrôler. Donc c'est ce genre il faut avoir la connaissance suffisante pour évaluer ce genre de situation. Dans ces deux écoles aussi, il y a souvent la notion qu'il n'y a pas des incendies impossibles à combattre, des fronts de flammes impossibles à combattre. Effectivement, il y a des fronts de flammes qui sont complètement impossibles à combattre. Pour nous, le moment idéal pour travailler avec le feu, c'est la nuit. Les conditions sont plus stables, on a une humidité plus forte et on a une autre chose. On est dans des environs où les gens ont l'habitude de jouer avec le feu. Donc si on demande par exemple à n'importe quel Portugais s'il sait ce qu'est le contre-feu, il va dire je sais ce qu'est le contre-feu et s'il pourrait le faire, une bonne partie vont le dire je pourrais le faire. Donc comme c'est pas vrai et on ne veut pas motiver ce genre de comportement, on essaye d'être le plus possible discret. Graf és una part del cos de bombers i es crea dins del cos de bombers com a element específic del cos de bombers per a treballar amb incendis forestals que estan fora de l'abast normal de l'extinció perquè són massa ràpids o perquè són massa intensos. Hi ha molts incendis que els grafs treballen igual que la resta de bombers, sense cap diferència.
però en principi l'objectiu bàsic és anar a tots els incendis per agafar experiència. Del 1830 fins al 1950, bàsicament tot el país va ser conreat, va passar a ser un país que era amb un 40% forestal, amb un país que era un 5% forestal només. Llavors han sigut quasi 5 generacions sense coneixement de foc. Llavors una de les raons principals és tornar a recuperar la cultura del foc, de la capacitat de conviure amb els incendis sense que això impliqui destrucció. El fum, el que et diu, és el que l'incendi està fent en aquest moment. Llavors, quan tu estàs en un punt de l'incendi, mirant la columna del fum, pots entendre què és el que està fent l'incendi als altres sectors. Hi ha molta gent que necessita tindre la visió directa de l'incendi, però tu pots tindre la visió realment de què és el que està passant mirant només la columna. El que determina si el graf farà una maniobra amb foc o amb manuals o no és el comportament de l'incendi. La raó de tindre gent jove al graf és perquè el ritme de vida de graf és un ritme de vida nòmada, o sigui, estàs tot el dia amunt i avall, i llavors és molt difícil que una persona amb una família fixada i totes les obligacions doncs, agafi aquest ritme de família. És la raó per la qual hi ha gent jove. El que passa és que el nivell d'agafar experiència al graf és 16 vegades més alt que el nivell d'agafar experiència d'un bomber normal a parc. I després, a diferència d'un dispositiu normal de bombers, que tu et despatxen amb un incendi si és a la teva zona o si s'ha d'anar amb ajuda, el graf surt a tots els incendis de tot el país, llavors el nivell d'incendis que veus és, com he dit abans, 16 vegades més alt que amb un dispositiu normal. Simplement perquè un fet molt important és que si tu només estàs de guàrdia un dia i després descanses uns dies, no acumules l'experiència aquesta dels petits detalls del dia a dia. És bàsic que la gent s'acostumi a treballar consumint poca aigua, perquè si treballem sempre en situacions de calor, el cos necessita ser entrenat a treballar en situació de calor. Som part d'un equip més gran de bombers que ells transporten l'aigua, i de bombarders i avions que transporten l'aigua. La nostra funció és moure'ns ràpid per trobar els punts crítics de l'incendi i començar la maniobra i atreure cap allà els mitjans d'aigua. Nosaltres fem la maniobra, si l'aigua arriba, doncs perfecte, i si no arriba, seguim aguantant fins que arribi. El personal coneix molt bé el comportament de l'incendi perquè en veu molts, és hores de foc, i té un coneixement del terreny. Però aquest mite de que cada terreny té els seus incendis és un mite real, però és la part superficial del coneixement. Quan tu tens només el coneixement visual de les coses, doncs necessites... Cada terreny té el seu incendi. Però tu coneixes realment la causa d'aquest comportament real, llavors tu pots moure diferents terrenys. O sigui, tots els rius del món són diferents, i els rius dels Alps són diferents dels rius dels Pirineus, però l'hidrologia del riu és la mateixa. Llavors amb un incendi és exactament igual. El concepte de déjà vu vol dir que ja he vist això abans. O sigui, si jo estic a l'incendi de diumenge passat i veig que l'incendi llança focus secundaris a 300 metres de distància, això ja ho he vist. I quan surt un incendi 3 dies després, els bombers arriben i queden sorpresos perquè diu l'incendi saltarà 300 metres i saltarà a la carretera, segur? Sí, jo sé que saltarà a la carretera perquè diumenge un incendi similar, en condicions similars, ja ho va saltar. Per tant, aquest dia és possible que ho salti. I això et permet avançar dels esdeveniments, perquè no només pots simular i saber què passarà, i no només has d'esperar a veure què és el que fa per dir, doncs passa, ja ho has vist abans amb un incendi similar, en lloc similar, per tant, ja pots dir què passarà i preparar l'estratègia. Sí, la gent tendeix a mirar les flames i dir això és l'incendi. No, les flames és la resposta a tots els factors que ja estan en joc. Llavors tu has d'entendre quins són els factors importants i a partir d'aquí podràs preveure què faran les flames. Quel progrès le graphe peut faire encore? És un progrés una mica difícil d'acceptar, però
l'evolució del graf és desaparèixer. 8 voltants. Perquè tota la formació graf l'ha d'assumir tot el cos de bombers. Et ben, ce qu'on voit, c'est un écobuage tout à fait normal, même s'il va peut-être devenir spectaculaire au fil du temps, puisque là, c'est simplement la phase d'allumage. Donc c'est une pratique traditionnelle dans les Hautes-Pyrénées. C'est même le feu qui a façonné les Pyrénées. Hein. Si elles sont ce qu'elles sont, c'est par la pratique du feu. Cet écobuage-là est réalisé par des bergers, mais ça peut être aussi des chasseurs, ça peut être aussi des habitants d'un village, parce qu'il y a une espèce de tradition d'entretenir le paysage. On dit qu'au début du printemps, les Pyrénées doivent être vertes. Et c'est presque un honneur. Alors pour les bergers, il y a au-delà de l'aspect entretien du paysage, il y a une vraie réalité économique, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de cet apport d'herbe qui va être généré par le feu et la suppression d'une couverture morte qui va ralentir la pousse de l'herbe tendre. Et puis aussi le feu amène un engrais, va un peu doper la végétation. Et les bergers ont besoin de cet apport au cours de l'année pour nourrir leurs troupeaux. Les travaux de brûlage dirigé que l'on réalise, c'est des travaux purement de DFCI, c'est-à-dire que on va toujours en appui en protection d'une forêt. C'est une pratique très cousine des éleveurs. Alors on a plus de moyens, on n'est pas aussi bon qu'eux encore. Hein. Eux, avec très peu de moyens, ils font quand même des gros chantiers. Nous, on débute, on apprend, on fait les choses un peu différemment. On a la quasi-obligation de ne pas avoir d'accident. Et c'est bien, c'est notre rôle. Mais le fait d'avoir cette espèce de complicité dans la technique, c'est assez important. Et finalement, le fait de réaliser soi-même des brûlages dirigés, on a une vision plus rapide de la situation réelle d'un écobuage. On sait rapidement si quelque chose se passe pas bien ou si ce que l'on voit a beau être spectaculaire, ça ne pose aucun problème de sécurité. L'incendie de végétation, c'est par rapport aux autres incendies, c'est quelque chose qui se déplace. Et donc il y a toute une tactique qui doit être mise en œuvre, qui est très intéressante. C'est aussi, plus que pour les autres incendies, la nécessité de bien connaître le feu, bien connaître son comportement et de prévoir à l'avance. L'anticipation, sur un feu urbain, on anticipe à quelques dizaines de minutes. Là, on peut anticiper à 4, 5 heures, 6 heures, c'est pas 2 fois la même chose. Toujours, même si on a fait 2 fois un incendie au même endroit, il s'est quand même passé des choses différentes, même si dans les mêmes conditions, théoriquement, tout doit se passer de la même manière. C'est quand même plus complexe que cela. Et il y a plein de petites subtilités. Et les autres interventions, c'est un point de vue personnel, sont plus répétitives. C'est une école permanente, c'est aussi l'école des claques. On dit que le feu de forêt, c'est l'école de l'humilité. Et effectivement, il faut rester assez humble, quoi. On utilise le terme maître du feu. Et c'est un terme qui me dérange un peu quand c'est un incendie. On n'est pas maître d'un incendie, on peut essayer d'être plus malin. Encore qu'un incendie, ce soit pas malin, c'est pas un être vivant hein, non plus. Mais on est difficilement maître d'un incendie. C'est quand même quelque chose de puissant, on n'est pas maître d'un élément naturel. Alors on peut, comme un navigateur est dans la tempête, on peut être dans la tempête, mais on ne maîtrise pas la tempête. Voilà, alors le feu, c'est autre chose. Le feu, c'est l'outil. Alors là, on peut être maître du feu.